enfants biologiques, parce que j'ai plein ici qui sont là. Je suis le chef, le capitaine de l'équipe, et croyez-moi que j'ai une grande équipe. Mon grand-père a plus de 60 petits-enfants, et l'un d'entre eux est assis juste devant moi. Il porte son nom, et dont je suis vraiment fier. Et je me moque d'eux le plus souvent, je dis, je suis beaucoup plus fier de mes nièces que de mes neveux. Parce que les filles, je vous le dis, hein, et ils le savent, les filles sont très battantes. Donc, c'est une opportunité pour moi de les féliciter, de les encourager dans ce sens, et remercier les organisateurs, Florine, Madame Barry, Monsieur Souma, Monsieur Camara, qui sont là. Et hein? Non, j'aime bien. J'aime bien. Donc, ça a été les principaux qui m'ont aidé, plus les associations qui ont vraiment mouillé le maillot. Ils ne me connaissaient pas, mais c'est à travers les personnes que j'ai citées, Maître Anilas aussi est là, et que cet événement a eu lieu ici même. Et tous les amis, les cousins qui sont là, je vous remercie. Bravo. Donc, nous remercions son Excellence, Monsieur Athédé. Merci beaucoup pour ces propos très intéressants. Paix aux âmes de vos parents, de votre fils, qu'il repose en paix. Et ce discours, en fait, il a beaucoup résonné pour nous aussi. Parmi les organisateurs, il y a l'Association démocratique des Tunisiens en France, et il y a beaucoup de parallèles avec la Tunisie. Ça m'a rappelé une histoire, quand vous avez discuté de ces femmes qui travaillent pendant que les hommes dorment. Je suis retournée en Tunisie l'année dernière après 11 ans d'absence, le temps que je finisse mes longues études, etc. Et c'était le mariage de ma cousine. Et il y avait une dame qui s'occupait de la maison, qui nettoyait, etc. Et elle était fatiguée, donc malheureusement pas très efficace. Et juste après, on a appris en fait que c'était déjà sa troisième tâche de la journée, qu'elle était debout depuis 4 heures du matin, parce qu'elle travaillait à l'usine de tomates, qu'elle est ensuite partie s'occuper d'une autre maison, et qu'elle s'occupait encore après de celle-ci, et qu'elle allait garder des enfants après pour la soirée. Et tout ça pour permettre à sa fille d'étudier. Et son autre grande prière, c'était que son mari puisse trouver un travail un jour, et qu'il allait venir la chercher après, parce que là, il était au Canada. Donc, cet exemple, il existe partout dans le monde. Donc, nous vous remercions d'avoir encouragé les jeunes filles à poursuivre leurs rêves. Et puis, mon père, juste là, Tarek Toukabri, il nous a toujours encouragés, nous, ces filles, à aller le plus loin possible. Il a dit, moi, j'ai un bac plus 5, vous, ça sera le minimum pour vous. Donc, il nous faut plus de papas comme ça, de tontons, qui nous encouragent à aller le plus loin possible. Et donc, nous vous remercions pour ces propos qui résonnent en nous. Merci beaucoup. Et donc, finalement, tout ça, en fait, tous les Africains, du nord au sud, nous nous posons tous la même question. Avec toutes ces ressources, toutes ces richesses, pourquoi? Quel est le maillon manquant? Est-ce que vous avez la réponse finalement, Monsieur Athédé, ou comment allons-nous faire? Quels sont les leviers que nous pouvons activer? Parce qu'il y a les richesses, mais elles sont inégalement distribuées au sein même du continent. Par exemple, l'indice de Gini, le coefficient de Gini, il est à 0% lorsque les revenus sont équitablement distribués entre tous les habitants. Et en en Afrique, il n'y en a aucun en dessous de 30%. Donc cette disparité des richesses, comment on peut l'expliquer et que peut-on faire justement pour permettre à l'Afrique, qui est vraiment qui a des ressources à tous les niveaux, que ce soit dans ses sous-sols ou par sa population qui est jeune, qui a la force de travail, finalement il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit un continent pérenne et développé, mais voilà, avec le travail de plusieurs organisations et d'hommes et de femmes qui étudient, nous espérons donc un avenir meilleur. Et donc maintenant, on va faire la transition avec les regards croisés. Donc je vais laisser la parole dans un premier temps à Pape Bakary Sissoko, philosophe et conférencier, et ensuite Monsieur Alpha Salou Diakité,
nous apportera son point de vue en tant que juriste et intellectuel guinéen. Donc merci à vous et Pape, je laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Et merci pour votre regard tunisien, mais je vais défendre la gente masculine puisque mon père était instituteur, on a ça en commun, et a toujours dit à ses filles qu'elles étaient au même niveau que les hommes, et mes sœurs, autant que mes frères, travaillaient ensemble, aucune priorisation. Les femmes n'étaient pas destinées au foyer, mais je suis peut-être une exception, et de plus en plus d'Africains vivent cette réalité-là. Il faut effectivement travailler sur les mentalités, je reviendrai là-dessus. Et je voudrais vous dire à quel point j'ai été extrêmement content quand mon ami maître Pierre Stanley Perreno m'a sollicité a pris le risque de m'inviter pour présenter cet ouvrage. J'ai eu beaucoup de plaisir à le lire, beaucoup de plaisir à le lire. Quelquefois, je m'énervais parce que ce qu'il disait était tellement vrai et on le retrouve tout le temps. Et je me demandais, mais quand est-ce que ça va changer? Je travaille beaucoup sur ces questions-là, mais du point de vue de la philosophie, de la noésis, de la pensée. Je voudrais corriger une petite chose tout simplement, et c'est mon travail de philosophe. Votre oncle très gentil vous a invité au restaurant, vous ne saviez pas manipuler l'art de la table en esthétique. Quand on disait que les Africains n'avaient pas de culture ou n'avaient pas le sens du beau, on leur disait, vous savez comment ça se passe dans nos cultures, on mettait une nappe propre, un bol et le bol au milieu. Est-ce que les Européens savent manger avec les doigts? J'ai été directeur de centre de loisirs, j'avais un ami bourgeois, crâne nu, il faisait 2 mètres. Quand je les invitais chez moi, parce que quand j'allais chez eux, j'utilisais les couverts, mais quand ils venaient chez moi, je leur apprenais à utiliser les doigts. Parce que avant l'avènement des couverts, il y avait la main, qu'on soit noir ou blanc. Donc il n'y a aucune honte à ne pas savoir les utiliser. Et vous êtes très intelligent et ça ne nous surprend pas. Vous avez observé, vous avez pris du recul, observé que votre oncle se lance et après vous avez fait. Ça traduit en fait votre intelligence et votre sagacité. Et moi je ne flatte pas, je vous le dis, j'ai été impressionné par votre livre, par votre parcours. Et je connais beaucoup de choses, j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré beaucoup de gens et rien ne m'impressionne. Mais je vais vous dire, Monsieur Diallo, vous m'avez impressionné. Ce qui ne va pas m'empêcher de vous taquiner. Puisque vous aimez le Sénégal, vous savez, la lutte au Sénégal, la lutte avec frappe, M. Thiam qui est là, un Sénégalais, moi je ferai de la lutte sans frappe, c'est-à-dire qu'avec intelligence. Je voudrais d'abord saluer nos doyens qui sont ici. Jean Blaison, Côte d'Ivoire. Plus de 12 ouvrages. On s'est connus il y a 2 mois grâce à mon ami le doyen Lanciné Camara. Un doyen qui nous suit tout le temps. Je le dis parce que vous comme moi, nos parents nous enseignent la tradition et la culture, le respect de l'autre, les liens. Je le dis parce que c'est très important. Dans votre livre, ça respire le lien familial. Ça respire. Et ça, c'est extrêmement important au moment où les gens, il y a l'éclatement de la famille, le dépérissement de la famille. Vous nous rappelez ces choses-là et je voudrais vous dire à quel point c'est très important. Et moi qui enseigne ça, l'interculturalité et la théorie de la mentalité, ça me touche beaucoup. L'autre chose, quand je suis arrivé en France, je ne savais pas utiliser l'ordinateur. C'est ici que je l'ai appris. C'est le déficit africain. Oui, mais on se rattrape. Et c'est pourquoi j'en profite pour saluer quelqu'un qui travaille sur les fractures numériques. C'est notre amie Anna Mbeng qui dirige une association du numérique, cette jeune femme qui est là. Elle est là. Anna, lève-toi. Lève-toi, c'est important, Anna. Voilà. Et elle travaille sur la fracture numérique, etc. Donc ces petites choses sont importantes. Et il y a beaucoup de mes amis qui sont ici, qui sont des personnes ressources.
Et nous allons faire un travail pour nous rencontrer et créer un réseau. Je parle du réseau parce que nos enfants qui sont ici, si nous, on ne les accompagne pas, qui va les accompagner? Si on ne les accompagne pas, ils ne seront jamais comme M. Diallo, comment dire encore, Amadou Thierno Diallo. Nous voudrions tous que nos enfants soient comme lui, brillants et qu'ils aient la chance, sans oublier effectivement la culture, la tradition, le terroir. Maintenant, je vais vous demander d'attacher vos ceintures puisqu'on va se lancer dans l'eau, mais je regarde qu'il y ait de l'eau. Tel un sankofa, vous connaissez le sankofa? C'est cet oiseau qui regarde derrière et qui a les pattes sur le présent. Le sankofa, c'est ça. Pour moi, M. Diallo est un sankofa. Pourquoi? Je vais faire beaucoup de digressions, donc je préfère lire mon texte. Sinon, je vais faire beaucoup de digressions et je vais prendre tout le temps. Et j'ai envie que mon jeune Diakité prenne la parole tellement il est brillant. Tel un sankofa, Maître Diallo nous parle et se met à nu. Vous avez une veste, monsieur Sankofa. Sankofa signifie, dans le langage akan du Ghana, retour aux sources. Ou encore, se nourrir du passé pour mieux aller de l'avant. Regard sur le passé, pour taquiner un peu le grand ballet guinéen, qui a fait la fierté et la renommée internationale, et vous l'avez si bien dit dans votre texte, puisque je vous ai dit, j'ai eu un grand plaisir, je suis un liseur, pas un lecteur. Je vous ai très très bien lu, très bien lu, et c'est une mission difficile que m'a confiée M. Stanley, mais je ne pouvais pas le décevoir, c'est pourquoi j'ai pris le temps. Par exemple, ce livre-là, je ne peux l'offrir à personne tellement il est gribouillé. Je n'offre jamais mes livres, parce que j'écris tout le temps dedans, voilà, en rouge. Pour vous dire, et quand je le fais, ça veut dire que le livre est bon. Le livre est extrêmement bon. Il nous parle de son parcours, de la Guinée profonde, vers les 4 continents, avec pour ambition de vivre un rêve. Une histoire racontée et chaque moment est pour l'instigateur d'une pensée active et productive. Tous les moments vécus par M. Diallo, ce sont des moments qu'il a utilisés dans son parcours. Rappelez-vous, et j'en reviendrai, il avait une fracture de 19, donc c'est de management. Il a dirigé des structures plus grandes. M. Diallo regarde ce passé pour raconter ce royaume de l'enfance, sa famille, ses joies et ses peines. Sa famille au cœur de la cité, avec les risques encourus à cause du système. La voix, la vie et la mort qui cohabitent et façonnent le personnage. Un environnement lourd et pesant, fait de violence qui pousse à partir, à s'exiler. Je rappelle que beaucoup d'intellectuels guinéens sont à l'extérieur. Beaucoup d'intellectuels guinéens ont écrit par accident. L'accident, c'est ce qui n'aurait pas pu être, comme vous avez écrit par accident, mais pour d'autres circonstances. Mais par exemple, ce grand, rappelez-moi son nom, M. Diakité, j'ai du mal avec son nom. Thierno Molelembo, j'ai du mal avec son nom. Voilà, c'est Diakité qui me sauve chaque fois. Ce gars-là, il dit, c'est l'exil qui lui a poussé à écrire. Un des meilleurs écrivains, un des meilleurs. Bougan disait qu'il mérite le Goncourt, pour vous dire à quel point il est bon. Un environnement lourd. Et pourtant, ce pays est riche, M. Diallo l'a dit, et se retrouve dans une situation déplorable, cause des choix éducatifs empruntés et non productifs, comme il l'a si bien dit. Avec ses fortes expériences de dirigeant, leader et stratège, il a compris que les ressources humaines ne suffisaient pas pour conduire un pays vers le succès. Et comme le disait Martin-Pierre Stanley, il faut une méthode et une stratégie. M. Diallo est un résilient. La mort est le nouveau départ, la mort de son papa. Une charge posée sur ses frêles épaules et il doit assumer une fracture de 18-19 où c'est la fin d'une époque et le début d'une autre. Brillant élève, étudiant à qui tout sourit, il a fallu faire ses preuves pour être recruté dans ces grands organismes internationaux. Oui, la compétence ne doit pas être le mode de désignation, ce qui tranche avec la pratique dans beaucoup de nos pays où le nom et l'appartenance à une famille est un gage de succès. Et il y a un musicien qui dit « être né quelque part ». Être né quelque part.
qui donne la chance à vous n'êtes pas né ici, vous ne le méritez pas. Et lui a bien parlé, effectivement, Diallo, il a subi effectivement un ostracisme parce que tout simplement il s'appelait Diallo. Je reviendrai là-dessus. Notre auteur n'est pas un homme amené par le bout du nez. Il sait dire non, il est têtu, et il sait dire pour lever les équivoques. Il aime avoir l'esprit tranquille et garder sa dignité et sa fierté. C'est un Peul. C'est un Peul. Dans nos traditions, les Peuls ont une grande fierté. Est-ce un cliché ou pas? Mais en tout cas, en ma qualité de Sénégalais, le Peul est fier et digne. En tout cas, au Sénégal. Mais je pense que c'est... Amadou Hampâté-Bâ le dit très très bien. Quand vous lisez très bien Amadou Hampâté-Bâ, il parle effectivement des rites de passage, etc., où il parle du Peul. Dans cet ouvrage autobiographique, qui est original, bien écrit, bien construit, M. Diallo regarde son pays pendant les crises, la pauvreté, la violence, le système éducatif décadent. Seul un fait a sauvé la Guinée et qui a donné une fierté, la culture et la musique. Son parcours, son expertise recherchée dans les organisations internationales lui ont permis de mener plus de 100 projets dans plus de 57 pays. Mais il a laissé des plumes et a souffert de certains chefs qui ont voulu le savoir, l'humilier. Par conséquent, il a connu l'échec. Il l'a dit tout à l'heure, il a connu des hauts et des bas. Et je continue. L'échec ne peut pas trouver... Pendant 6 mois, il n'a pas trouvé du travail au Canada avec tout ce qu'il a. Ça peut nous arriver tous un jour, mais je ne vous le souhaite pas. Mentalement, c'est difficile. Et ça nous arrive, les jeunes qui sont là, hyper diplômés, les Africains. Ils ont souvent 2, 3 diplômes. Mais regardez dans les supermarchés, ce sont nos cousins qui font sécurité. Ce n'est pas mal d'être agent de sécurité si on l'a voulu, mais on nous l'impose parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ils sont hyper diplômés. Mais pour des raisons alimentaires, on est obligé de travailler pour nourrir, pour acheter, pour payer nos charges, etc. Il a connu l'échec, mais il s'est relevé tel un chat. Notre auteur est d'une famille et il a été préparé à la vie, comme dirait le sage Amadou Hampâté-Bâ. Il sait faire de bonnes et belles rencontres, le destin, ce qu'on appelle le défato. Il a eu des familles occidentales qui l'ont accueilli, qui lui ont tendu la main. Mais ça m'est arrivé, moi. J'ai une famille d'adoption occidentale. Quand je suis arrivé à Besançon, premier jour, deuxième, je vais à une conférence. C'est là que je retrouve une famille qui me dit « Mon mari est ingénieur, vous êtes intelligent, voulez-vous passer quelques moments chez nous ?» Comme ça. Je débarque là-bas, j'ai la porte ouverte. Alors que si c'était un blanc, non, il faut qu'il l'appelle, il prend un rendez-vous pour qu'on l'accueille. Mais moi, je débarque à Besançon, j'ai ma famille, j'entre. Mais ça, c'est le travail de nos parents. Et M. Diallo connaît très bien ça parce qu'il est très féru de culture traditionnelle. Moi, ce que tes parents ont semé, tu le récoltes. Je ne sais pas comment on le traduit, hein, mais vous entendez ce que je veux dire. Vos parents ont travaillé. Nous, enfants, on ne comprend pas. Et quand vous voyagez, il y a les bonnes rencontres, les bonnes œuvres, la baraka, etc., etc. Je ne dis pas qu'il faut faire pour ça. Hein. On ne le fait pas pour ça, parce que c'est pas ce que j'ai dit. Mais quand c'est honnête, quand c'est éthique, quand c'est moral, vous ne souffrirez jamais. Il sait faire de bonnes rencontres. Le défato est un jeu. Et on dira que c'est aussi les actions bénéfiques de ses parents qui font que les enfants sont bénis. Et partout où ils vont, ils auront un chemin. Les relations ont été fécondes et ce sont ces relations qui, en général, au moment où le doute et le vide habitent notre auteur, qu'un téléphone sonne. Ça lui est arrivé. Il était dans des moments de doute. Je voudrais tout simplement dire que dans son histoire, tout n'a pas été rose. Il y a eu des moments de doute, des moments de faiblesse. Je suis même convaincu que sa santé mentale en a pâti parce que quand on est hyper diplômé, quand on est hyper compétent et qu'on cherche du travail, on te dit que vous n'avez pas l'expertise canadienne. C'est dans son livre, mais c'est tellement léger. On s'adapte. Hein. Quand on est brillant, quoi. Les mathématiques en Chine ou un truc, c'est le langage mathématique. Hein. Voilà. Mais c'est la bêtise humaine comme ça. C'est la bêtise humaine, c'est aussi simple que cela. Mais je le pointe parce que
nous allons apprendre à tomber, mais nous allons apprendre à nous relever de la chute. Il nous entraîne dans un... Ah oui, Amadou Thierno Diallo, après nous avoir raconté son royaume d'enfance, son parcours professionnel très remarqué, il se penche sur son pays et son continent. Et c'est cette partie qui est aussi la traduction de ses regards lucides. Un état des lieux pour dire les mots de la Guinée. J'écris beaucoup sur les mots du Sénégal et de l'Afrique, et on me traite de Bunti. Vous savez ce que c'est qu'un Bunti? Comme Senghor, on le traitait de Bunti. C'est-à-dire que tu es noir dehors, blanc à l'intérieur. Comme si le noir ne pouvait pas réfléchir. Comme si le noir était incapable de critique. Alors moi, j'ai beaucoup d'humour. J'ai vécu beaucoup de fois à Tahiti. Tahiti, qui est une des plus belles villes du monde, avec les lagons, etc. Et j'ai connu Tahiti. Donc le Bunti, c'était Tahiti. Donc quand ils me disent Bunti, je dis, ben oui, effectivement, je suis un Bunti parce que j'ai vécu à Tahiti. Et donc ça les casse. Parce qu'ils s'attendaient à ce que moi je tombe. Mais ils ne savent pas que j'étais bien préparé, tel notre ami. Cet état des lieux lui a permis effectivement de comprendre les mots de la Guinée et du continent. Lui qui a sillonné le monde, lui qui a rencontré, lui qui a négocié, lui qui a beaucoup fait pour le continent, etc. Il nous entraîne dans un concept qu'il inaugure, il me semble, en tant que philosophe, celui du capital humain. J'avoue que je me suis arrêté quand j'ai lu la notion de capital humain, parce que je pensais seulement que c'était la ressource humaine. On vous dit capital humain, tout de suite tout le monde va parler ressources humaines. Non, il est brillant, hein, il est pas mal. Hein. Il nous entraîne, il nous dit, j'avoue que cette notion est séduisante et opérationnelle. Il le définit comme cette chose qui n'occulte aucun pan de la société, la nutrition, la sécurité, le transport, l'environnement, etc., etc., etc. C'est costaud, c'est inhabituel. Inhabituel de penser ça. Ce capital humain contribue sans nul doute à bâtir une nation avec ses coloraires, une société juste et prospère. La morale et l'éthique sont très présentes dans son opuscule, même s'il avait dans son enfance volé des bananes, il a fugué, notre ami a fugué, et ça m'a rappelé deux auteurs, Jean-Jacques Rousseau, qui avait volé et qui a accusé la domestique, comme dans ses confessions, on le dit dans les confessions, et il y a aussi Saint-Augustin qui disait tout simplement, parce qu'en fait, le larcin, nous sommes des êtres fragiles et nous péchons. Et c'était dans son enfance. Il a volé et son papa l'a puni et le commissaire est venu. Il a passé une nuit en prison, M. Diallo. Hein? C'est son expérience aussi. C'est très important. Son papa était quelqu'un de très honnête. Donc il lui a montré effectivement que ce qu'est l'éthique et la morale. L'éthique et la morale. Si vous lisez les confessions de Jean-Jacques Rousseau, vous le trouvez. Si vous lisez Saint-Augustin, vous le trouvez effectivement. Qui n'a jamais péché, qu'il lève le doigt. Ici, personne ne lèvera le doigt. J'en suis convaincu. Nous sommes tous de petits pécheurs. Mais après, on grandit et on tait ces choses-là, on ne le fait plus. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un obstacle qu'on transcende et après, on réfléchit, on ne le fait plus et on transmet à ses enfants que voler n'est pas bon. Il a fugué. Mais c'était tout simplement pour découvrir le monde, puisque les parents veulent garder les enfants à côté de soi. Il est allé à Monrovia, mais il est revenu. Et cette théorie est tellement intéressante, on le trouve effectivement dans une théorie de l'éducation du Canada. Au Canada, pour éduquer un enfant, ils mettent un carré. Et ils apprennent à l'enfant de respecter le carré, de rester dans le carré. Mais tout enfant, nous tous ici, le carré, on est allé jusqu'à la limite, au bord, et après on est revenu. Le papa, la maman regardent. Après, qu'est-ce qu'on fait? Comme le papa n'a rien dit, vous savez, nos parents, ils ont le langage non verbal. Ils ne disent pas tout. Ils vous regardent. Mais maintenant, regardez nos enfants, vous le regardez, ils vous regardent dans les yeux. Hein. D'accord? C'est pas pareil. C'est pas pareil. La deuxième fois, le garçon, il va dépasser le cadre d'1 centimètre. Il revient. Ah là, le papa va dire qu'il n'a pas respecté le protocole. Les Canadiens, c'est ça. Ils sanctionnent. Ils sanctionnent. Ils sanctionnent. Donc c'est une théorie canadienne, comme il connaît très bien le Canada. Je me suis inspiré effectivement du modèle canadien pour expliquer les choses, etc., sur l'éducation et la rigueur de l'éducation.
qui est une construction. L'éducation ne s'improvise pas, c'est un travail, un tripalium. Et je le dis beaucoup pour que nos compatriotes le sachent. Et je suis très critiqué là-dessus parce que je suis très dur quand je donne des cours ou que j'enseigne la vérité sur l'Afrique. L'Afrique n'est pas une sainte. Et l'éducation austère, il l'a connue. Ce n'est pas parce que les parents ne l'aimaient pas, mais ils étaient en train de le façonner. Il l'a très bien dit, il l'a très bien dit. Si le papa, les parents étaient mous, oh mon minou, vous savez comment ça se passe, hein? L'enfant il tombe, oh mon minou, vous savez comment ça se passe là. Enfin, l'enfant il est mollasson. Hein? Mais nous les parents, c'est comme les chats. Vous prenez l'exemple de l'éthologie, le chaton qui apprend à monter, il tombe, boum. La chatte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde tête. L'enfant regarde la maman, ben, la maman n'a pas regardé. Hein. Qu'est-ce que l'enfant fait? Il s'en va. Mais ici, oh mon minou, vous êtes... Non, mais vous connaissez, hein, même moi je l'ai fait, hein, mon minou, hein, même moi je l'ai fait. Mais maintenant je ne le fais plus. Parce que minou, là, ça n'entraîne pas. Parce que la vie est dure. Et M. Diallo le sait très bien. Ce capital humain contribue dans nul doute à bâtir une nation avec ses coloraires, une société juste et prospère. La morale et l'éthique sont très présentes dans son opuscule. Cette expérience banale façonne un esprit lucide et conséquent et convoquera ici un grand penseur qui... voilà, ça c'est Saint-Augustin qui disait ça. Bref, la société juste permet de dérouler des politiques publiques. Il l'a très bien dit. Dans son ouvrage, Un fils du terroir, il fait des va-et-vient pour montrer son ancrage et sa compréhension de la situation géopolitique de son pays. L'imposition des langues nationales dans le système éducatif en 1958, il l'a très bien dit, qui a été un errement. Ça, je n'avais pas compris ça, c'est dans son ouvrage que j'ai compris effectivement qu'à chaque fois que le jeune Guinéen passait d'une commune ou d'une région à l'autre, il fallait qu'il se mette à réapprendre. Et il le dit très bien, ce système éducatif-là a péché et a fait plonger effectivement la Guinée. C'est un domaine que je ne maîtrisais pas, mais je vais le travailler pour le mettre comme corde à comment on appelle ça, à ma guitare. Amadou est un conteur pragmatique, et tel le faucon qui a un œil perçant ou le caméléon dont l'œil tourne à 360 degrés. Il prend tout dans un système holistique, le tout, pour mieux dérouler sa vision. Tout chaînon est important et il faut le comprendre. Le nier serait mentir. Et il le dit très très bien. La diversité de ses expériences et de ses formations lui ont permis effectivement de mieux gérer et de mieux conduire des politiques. Mais ça, c'est son intelligence. Et il assimile le passé, le présent, et il a une vision. Et il sait s'entourer. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. M. Diallo a une pensée féconde pour le pays, son continent. Il pense que pour changer, il donne. Il faut instaurer la justice réparatrice, restaurer la dignité et la paix. Pensez à une justice transitionnelle qui sera fondée sur 4 piliers. La page 281. Il nous rapporte que cette pratique a existé dans divers pays, la Nouvelle-Zélande, l'Amérique du Nord, mais il n'a pas oublié. L'arbre à palabre, il l'a si bien dit. Et moi, je dirais même la charte du Mandé, où l'art du débat a existé avant la révolution, comment on appelle ça, la déclaration des droits universels. Notre charte du Mandé est de 1236. Je le dis souvent à nos jeunes pour qu'ils ne soient pas complexés parce qu'ils ne sont pas armés. Donc nous savons discuter, chercher la vérité, introduire la critique pour tout simplement trouver autre chose. Il dit avec force qu'une aide étrangère ne peut sortir un pays de la pauvreté. Il connaît ces questions-là. Il les connaît parfaitement. Il est question d'afro-responsabilité. Vous savez, on parle d'afro-pessimisme, etc. Lui, c'est l'afro-responsabilité. Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos ressources, avec les gens? Mais nous ne sommes pas idiots. Mais nous avons appris. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Il a posé la question. Quand il est revenu, il a regardé le rétroviseur, tout est resté en place. Pas de progrès. Pas de progrès. Et pourtant, c'est lui qui a trouvé des financements. La preuve, il n'a même pas pu traverser la barrière. Mais c'est un comble. Et effectivement, je puis comprendre que ça vous ait choqué.
Il a négocié pour effectivement faciliter les mobilités et les mobilités. Regardez l'Union européenne. La mobilité est un gage de succès. La mobilité est un gage de succès, même si le philosophe est toujours critique. Vous savez qu'en Afrique, on n'a pas toujours les mains propres, avec l'intégrisme, etc., etc. Donc la sécurité, on doit être très vigilant sur la sécurité. C'est le seul bémol là, sur la mobilité. Et puis aussi, vous savez, les pratiques barbares qu'il y a avec les albinos, les tradipraticiens, les sorcelleries. Disons-le, hein, moi j'enseigne, hein, les sorcelleries, toutes ces mauvaises choses-là qu'on ne connaît pas dans les pays musulmans. Il milite pour une intégration régionale qui favorise les échanges et les possibilités. Il faut rompre avec les frontières artificielles qui freinent le pays. Il ne dit pas de frontières, mais il faut rompre avec la conférence de Berlin pour faciliter les mobilités tout en contrôlant, mais contrôler avec réflexion, on regarde comment on fait. On regarde comment on fait. Il ne m'appartient pas du tout de dire M. Diallo reprend à son compte, après toutes ses expertises, ses compétences, que le développement n'est pas aussi simple qu'on le croit. Il est lucide. Page 280. Le développement ne se fait pas avec une baguette magique, mais ni par la volonté d'un seul individu, fût-il le président de la République. C'est une affaire de tout le monde. Le chemin est long et ardu. Je vais le faire, doyen. Ayant dit cela, en visionnaire pragmatique, il a des idées précises pour s'en sortir. Il faut se désaliéner de ce qui freine la Guinée, les violations des droits de l'homme, l'absence des droits à la propriété privée, l'absence d'une vision globale et des plans de développement réalistes, la politique de division érigée en normes, la faiblesse des institutions. Il pense que le pays doit engager une vraie réconciliation nationale et de créer les conditions de l'apaisement en rassurant les Guinéens. Pour cela, dira-t-il, il faut instaurer une justice réparatrice qui passe par une justice transitionnelle, définie par les Nations Unies comme c'est un éventail complet des divers processus et mécanismes mis en œuvre par une société pour tenter de faire face aux exactions massives commises dans le passé, en vue d'étaler les responsabilités, de rendre justice et de permettre la réconciliation en vue du développement durable. Et je vais en terminer. Beaucoup de pays sont endettés, dit-il, et pourtant, faute d'institutions vertueuses et des personnes justes et responsables, la pauvreté ne recule pas. Les conflits armés sont des freins aux activités fécondes. Madame de Tunisie, je vous aperçois, je vais bientôt arrêter. Et vous avez raison. Il préconise une union politique pour mettre en application l'intégration régionale qui vise à résoudre les soucis du développement. L'intégration régionale est une stratégie efficace. M. Diallo, avant de terminer, nous donne une leçon en nous parlant du succès de Singapour, il l'a dit tout à l'heure, qui se résume à 3 mots, la méritocratie, le pragmatisme et l'honnêteté. Bref, il fait le vœu que tous les Guinéens, disséminés à travers le monde, rentreront au pays pour la construction d'une Guinée nouvelle, unie et prospère. Grand voyageur, il est prêt à rentrer au pays là où tout avait commencé, là où tous ses enfants, et il parle d'une chose qui m'a beaucoup plu. Ces enfants vont au village et eux qui habitaient l'Occident, le matin de bonne heure, monsieur était dans sa chambre et il entend du bruit. Ce sont les enfants qui couraient après des coqs. Mais ça montre que nous, on habite en immeuble et on tient nos enfants parce qu'il ne faut pas sortir n'importe comment. Mais là, ils avaient une grande maison, une grande cour et les enfants étaient joyeux. Je vous souhaite de bons moments. Intérêt véritable. Vous pouvez répondre comme ça. Je réponds? Oui, oui. On va faire comme ça, oui. Ok. Merci pour la question, mais d'abord, avant tout, je voudrais remercier mes frères tunisiens. Je suis resté 8 ans à Tunis.
j'habitais à Sidi Daoud, c'est un village à l'intérieur d'une ville. Moi, j'étais dans un village, hein. Ma maison était au bord de la route et derrière, c'était un village, comme chez moi. Donc, on est resté là longtemps. J'ai perdu mon fils à Tunis, donc je ne l'oublierai jamais. Et j'ai passé beaucoup de bon temps en Tunisie. Peut-être que je dirais que je connais la Tunisie mieux que 98% des Tunisiens. Je connais jusqu'à Ben Garden, je connais Sbitla, je connais... mais je voulais raconter juste d'abord une anecdote sur la Tunisie. La BAD a financé l'électrification de la Tunisie. Après 8 projets, on a eu 98%. Alors, on a recruté un consultant pour aller faire une étude pour savoir comment ce que les gens pensent de cette électrification. Ils sont venus là où il y a le Ground Zero, le problème du printemps arabe a commencé. Dans un tout petit village, ils ont trouvé un vieux monsieur. On lui demande qu'est-ce qu'il pense de l'électrification. Il dit prenez vos câbles et partez. Alors les gens étaient surpris. On vous apporte l'électricité et vous voulez comprendre. Il dit oui. Il dit parce qu'aujourd'hui personne ne s'occupe de moi. Ah oui, ah oui. Madame avait sa boutique et son atelier. Donc elle passait tout son temps à la boutique et à l'atelier. Les enfants avaient les livres. Et il dit que plus personne ne s'occupait de lui. Parce que les gens avaient autre chose à faire. Donc voilà pourquoi je disais tantôt que le développement des projets comme ça apporte le développement dans un pays. Ce n'est pas tout le temps gagnant-gagnant. Il y en a qui vont perdre les statuts qu'ils ont aujourd'hui. Mais moi, je préfère que ce monsieur perde ses statuts pour que son épouse, ses enfants puissent s'émanciper, puissent contribuer au développement du pays. L'équité a posé 2 ou 3 questions. D'abord, la première, c'est que il y a des Fatoumata. Oui, les 2 Fatoumata, par ailleurs, c'est des cousines. Et puis, ma mère s'appelle Fatoumata. Pourquoi vous constatez dans le livre, je ne parle pas de mon épouse et de mes enfants. Pour la simple raison que je ne voulais pas dévier de la ligne que je m'étais tracée. Il fallait que je parle à mes enfants et que je parle aux enfants des autres pour qu'ils comprennent comment on a vécu chez nous. Aller parler de ma famille signifiait, dans ces conditions, parler autre chose. Mais j'ai parlé de mon épouse pour parler un peu de l'Afrique. Intellectuelle, diplômée, j'ai un très bon travail, je gagne très bien ma vie, mais il a fallu que mon père intervienne pour que je me marie. En fait, c'est lui qui a choisi mon épouse. C'est incompréhensible pour quelqu'un qui a grandi à l'Ouest, mais je voulais dire que ça existe encore chez nous, où nos parents se mêlent des mariages, parce que ceux qui disent, tu ne te maries pas à ton épouse, tu te maries à la famille de ton épouse. Donc c'est eux qui choisissent. Donc moi, intellectuel, je suis passé par là. Mon père a été présent dans ma vie et j'ai accepté de faire ça pour lui faire plaisir et avec l'espoir que tout allait bien se passer. Et voilà, c'est pourquoi j'ai parlé d'elle dans le livre et de ma première fiancée pour expliquer quel est le rôle que mon père a joué dans ça. Et ça fait partie aussi de mon éducation. Oui, j'ai fait partie du gouvernement d'Alpha Condé, mais mes valeurs n'ont pas changé. Alpha Condé est venu, il a fait 10 ans dans le gouvernement, moi je suis venu les derniers 5 mois. Il m'a traqué pendant plus de 6 ans pour que je vienne. On m'a donné tous les avantages pour venir, les indications, je n'ai pas accepté. Et j'ai accepté de venir parce qu'en 2021, c'est-à-dire pour 2 choses. La première, un chef d'État t'appelle, il ne me connaissait pas, je ne suis pas venu pour qu'il sèche mon maillot. Je n'ai rien fait pour faire sa campagne, pour qu'il change le mandat ou bien qu'il fasse le référendum, mais je suis venu au moment où tout était perdu en Guinée.
les hommes politiques étaient en prison. Ceux qui étaient dehors n'étaient pas en prison. On leur avait retiré leur passeport. On allait même les descendre des avions. Dans mon village, moi, il y a 52 gosses qui ont fui le pays, qui sont partis, qui m'ont trouvé à Dakar. Et donc partout où j'allais, je voyais ce monde-là. Ça m'a rappelé l'exode qu'il y a eu, je le parle dans mon livre, dans les années 60. Les gens ont fui la Guinée. Donc ces jeunes qui venaient, qui n'avaient pas de métier, on leur disait il faut ouvrir un truc pour café et tout ça. Donc j'ai vu ça, j'ai dit que il m'a proposé, je n'ai jamais demandé. Il ne m'a même pas proposé, le décret a été pris. Et il m'a appelé, il dit il voudrait que je vienne. Comme il m'avait demandé auparavant pourquoi je refuse de venir aider mon pays, je dis je ne refuse pas. Donc il m'a pris à la lettre et le décret a été pris. Donc il m'a ramené parce qu'il voulait pivoter, selon lui. Mais moi je lui ai dit, ce n'est pas ces paroles qui m'intéressent, ce sont les actes. Effectivement, quand je suis venu, le temps qu'on est resté, les actes qu'il a posés voulaient dire qu'il a pivoté. Mais moi, je lui avais dit qu'il a perdu 10 ans pour pivoter. Donc, c'était de voir dans quelle mesure je pouvais changer la trajectoire que le pays avait pris. Et il y avait un début. Il y avait un début et il savait que si ça ne me convenait pas, je partais. Et finalement, il savait que ce que je gagnais ailleurs, d'abord, moi, quand je suis venu au ministère de la Coopération, mon revenu annuel était supérieur au budget du ministère. Donc, je n'étais pas venu pour gagner de l'argent, mais c'était de voir dans quelle mesure je pouvais influencer la politique et voir comment on pouvait amorcer un développement socio-économique du pays. Donc, ce qui est arrivé arriva. J'étais le premier, disons, j'ai eu un positif par rapport à ce qui avait été déclaré le jour de la prise de pouvoir. Mais moi, j'avais dit, j'attends de voir comment les promesses vont se transformer en réalité pour donner mon avis. Heureusement, je ne l'avais pas fait. Et mon avis est complètement différent de ce que j'y croyais. La justice transitionnelle, c'est vrai, c'est la violence de l'État contre sa population. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas des individus qui sont là. Ce n'est pas des individus qui sont en train d'utiliser une appartenance ethnique pour violer les lois, les règles, pour tuer. Mais quand moi je parle de la justice transitionnelle, ce n'est pas juste prendre les gens, de les mettre devant le tribunal, de les sanctionner, de les tuer, de les mettre en prison. Non, il faut dire ce qu'il y a à dire. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts depuis les années 60, on ne sait même pas où ils sont enterrés. Les parents, les enfants, les petits-enfants sont là. Il suffit de prendre un seul petit enfant, vous lui parlez du régime de Sékou Touré, vous verrez ce petit enfant tout changer. Il ne connaît même pas son grand-père. Mais il connaît l'histoire. 85, il y a des responsables du PDG qui avaient été arrêtés, qui ont été tués. Où est-ce qu'ils sont enterrés? Personne ne sait où ils sont enterrés. Personne. En 2007, avec le soulèvement à Conakry, au pont du 8 novembre, 157 personnes tuées, disparues. Aujourd'hui, il y a eu le jugement du 22 septembre. Mais on ne parle pas de ceux qui ont été tués en 2007. 150 et quelques. Où est-ce qu'ils sont enterrés? Les victimes du 28 septembre. Où sont enterrées ces personnes? Moi, je crois que c'est de ça que je parle, la justice transitionnelle. Asseyons-nous, discutons ce qui s'est passé, parlons-en, n'ayons pas peur de dire les choses comme elles sont. Ceux qui sont présents aujourd'hui sont presque tous en train de partir. Il y a très peu qui restent, qui peuvent réellement nous dire la vérité. Ensuite, notre histoire. La Guinée, elle est fabriquée. Tout le monde sait que ce n'est pas une vraie histoire, c'est une histoire fausse. Vous avez parlé du Walid de Ndama. Bon, je ne veux pas engager une polémique, mais moi, je sais, voici quelqu'un qui est vraiment un héros national. Un héros national qui s'est battu contre la pénétration étrangère, mais malheureusement qui a été trahi par des cousins à lui, qui a été arrêté et exilé à Pointe-Noire. Il a fallu un travail de fourmi pour que mon père puisse trouver là où il est mort. Bref, moi, mon avis, c'est qu'il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on parle, il faut qu'on découvre où se trouvent tous les charniers, tous ceux qui sont morts puissent faire le deuil. Et au moment où je vous parle, on est en train de nommer des rues à l'emporte-pièce à Conakry. C'est pas comme ça. On nomme des rues. Il y a des pratiques.
Je ne peux pas me lever le matin et appeler cette rue-là ATD. Non. Il y a des principes, il y a des méthodes. C'est là où je dis les politiques publiques. Il y a des méthodes. Il y a des façons de faire. Si on veut se réconcilier, ben, il faut aller là où ça blesse. On s'assoit, l'arbre à palabre encore. Même s'il y a un mort, on discute autour de l'arbre à palabre, on se met d'accord, on se fait pardonner. Et la chance que nous avons en Guinée, c'est que le pays est très religieux. Quoi qu'il se passe, vous dites c'est Dieu. C'est la fatalité. Hein, c'est la fatalité, c'est la volonté de Dieu, il faut accepter. Donc il faut profiter de cet aspect pour dire, ok, ce qui s'est passé, on n'est pas partisans, on n'est pas d'accord. Mais encore une fois, je suis d'accord avec vous. Je dis aux gens, il n'y a pas un problème ethnique à Guinée. Il n'y a pas un problème ethnique à Guinée. Tu n'entends des problèmes entre les ethnies que quand il y a élection. Après les élections, tu n'entendras plus. Je donne aussi l'exemple de Mandiana. Tu n'entends parler de Mandiana que quand il y a une élection. Il est impossible de faire cancan Mandiana et pourtant c'est une route régionale. La préfecture est complètement oubliée, mais quand il y a une élection, boum, tout le monde vient à Mandiana, on fabrique du n'importe quoi là-bas et puis après les élections, les gens partent. Donc c'est de ça que je parle. Il n'y a pas de problème ethnique, c'est entre l'État et je dirais surtout entre les forces de défense et de sécurité qu'on est en train d'instrumentaliser pour faire du mal aux Guinéens. Il faut que cette discussion arrive, il faut qu'on ne dise plus jamais ça, il faut qu'on ait le droit à la vérité et qu'on ait le droit à connaître ce qui s'est passé sur notre histoire, dans notre histoire. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais regrouper ma question, sinon le doyen Lanciné va me dire comme lui que je suis bavard, parce que c'est mon ami, on se suit. Lui aussi est bavard, hein, mon doyen. Hein? Alors, je voudrais juste préciser, c'est mon défaut d'enseignant. Il faut savoir que les mariages arrangés, il y a une chose qui la sous-tend. Un vieillard assis voile plus loin qu'un enfant debout, mais les mentalités changent. Et il faut effectivement que cette tradition-là existe, mais il faut l'intégrer et la dépasser. C'est extrêmement important de le dire. Et je travaille beaucoup avec des jeunes Guinéens, des jeunes filles guinéennes que je forme comme travailleurs sociaux et qui me disent qu'il y a la notion de mougnou. La notion de mougnou qui est une notion de retenue. Vous retenez, etc. Et ça occasionne effectivement des souffrances mentales, etc., etc. Je travaille beaucoup sur ces questions-là. Je tenais à chaque fois que je suis dans une conférence et qu'on dise quelque chose, j'aime bien l'amplifier, le préciser pour qu'il n'y ait pas de malentendu. J'aime jamais sortir d'une conférence avec un malentendu, c'est mon défaut. Mais c'est ma profession, je suis philosophe. L'autre chose que je voudrais dire tout simplement, et quand je lisais le texte et quand je préparais, j'ai beaucoup préparé ce livre quand le maître Pierre Stanley me l'a confié, et je lui ai dit, il y a quelque chose qui m'a choqué. C'est une interview où vous disiez ceci. Mon action s'inscrira dans la continuité de ce qui a été entrepris pour développer de nouveaux partenariats tout en améliorant la performance du département. Ah, là, je me suis arrêté. Je me suis dit, ah non. Monsieur Diallo, hyper diplômé, une grande expérience. Il sait, il nous a dit ce qui n'allait pas dans le pays, il a regardé le rétroviseur. Comment peut-il continuer ce qui a été fait? Ou bien, j'ai mal compris. Il va nous expliquer ce que ça voulait dire. Continuer sur ce sillage-là, alors qu'il faut révolutionner, apporter du nouveau. Lui qui sait beaucoup de choses, qui a effectivement travaillé sur les questions d'intégration économique, etc., etc. L'autre chose que je voulais dire, c'est tout simplement qu'il essayait de privilégier effectivement les intégrations régionales. Certes, c'est louable, mais je pense à la Sénégambie qui a échoué. Mon ami Mayacine, qui est là et qui a travaillé sur la Covid à l'ARS, et je voudrais le saluer parce qu'il est là, un brillant Sénégalais qui est là et qui travaille effectivement sur ces grands projets en France, et que j'aimerais bien que l'Afrique le copte, il est derrière Mayacine, que l'Afrique le copte, tout comme M. Diallo. Et le doyen l'a finement dit. Et voici ma question, peut-être qui est un peu triviale. Est-ce le diplôme, est-ce l'expertise qui fait l'homme politique? Il me semble que non. Nous avons ici Macron, qui est un crack, mais qui nous a plongé.
Même si je le pardonne, parce que tout simplement, la France a été le seul pays qui a géré les populations en donnant les salaires, en maintenant les salaires. C'est le seul moment où je le pardonne. Mais il a bien géré effectivement la Covid, sans doute ça nous a plongé. L'expérience et l'intelligence et la compétence ne font pas la politique. Et vous l'avez très bien dit sur les ressources humaines, avec votre définition, votre apport sur ce concept-là, où effectivement vous disiez, encore, je vous cite, quand on veut aller vite, on va tout seul. Mais quand on veut aller loin, on va ensemble. Ce qui effectivement traduit effectivement votre amour du management, du travail collectif, et c'est très important, et vous l'avez hérité dans votre famille de 19 personnes. Donc, comment dire encore, l'engagement politique peut être une nécessité, mais jamais une valeur. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas par où je vais commencer. J'aurais dû être philosophe. En fait, ce que je voulais faire au début. Ah ben voilà, mais on se retrouve. Je n'ai pas pu être philosophe. Ça m'aurait permis d'esquiver. Non, vous êtes bien là comme ça. D'esquiver vos questions. Vous êtes très bien là où vous êtes. Quand je parle, mon action, c'est la continuité. Je choisis bien. Tout n'est pas mauvais. L'exemple, par exemple, l'exemple que vous m'avez même cité, c'est la musique et la culture du PDG. On donne ça comme exemple. Aujourd'hui, vous allez en Guinée, vous entendez les chansons, vous avez envie de vous coucher sous la table, vous vous cachez, parce que ça n'a aucun sens. Aucun sens, oui. Et tout le monde ici a entendu, ceux qui ne les ont pas vus, ont entendu parler du Bembea Jazz National, les Kélétigui et ses Tambourini, Bala et ses Baladins, les ballets africains, les ballets du Liban. Hein? Ça, c'est quoi? Près de 50 ans après la mort du PDG, on en parle. Donc, il y a des valeurs que nous avons. Et le football, tout le monde connaît Papa Camara, Petit Sori, Bangali et consorts. Ces gens-là n'étaient pas payés à des dizaines de millions de dollars. Ils jouaient pour le drapeau. C'était les valeurs. Donc, c'est ce que je veux dire. Tout ce qui était là, qui a été bâti, qui a été mis sur place, qui a de la valeur, il ne faut pas rejeter. Il faut bâtir sur ça. C'est de ça que je parle. Bravo. Et l'intégration régionale, je donne un petit aspect sur l'intégration régionale. La Gambie et le Sénégal, ça n'a pas marché. Au contraire, moi je dirais que ça a marché. Pour aller aujourd'hui à Ziguinchor, vous ne prenez plus 24 heures. Moi j'ai dormi au bord du fleuve, fleuve Gambie, parce qu'ils ont arrêté le ferry à 20 heures. J'ai dormi là-bas. Le bac, oui. Parce que je devais aller à Ziguinchor et vice-versa. Mes enfants sont venus une fois et ils n'avaient pas leur passeport guinéen, on leur a créé des problèmes. Tout à fait. Et l'aîné a donné quelques sous. On les a laissés passer. Les premiers et son petit frère disent, tu ne fais pas attention, on va t'arrêter. Et l'aîné dit non, on est en Afrique. Tout est permis. Donc, mais je vais vous dire, aujourd'hui, on est en train d'attaquer la CEDEAO partout. C'est une clique de chef d'État, c'est ceci, c'est cela. Oui, la CEDEAO n'était pas politique. Elle n'a pas été mise en place pour faire de la politique, mais c'est une intégration régionale économique. Je vous donnerai des exemples. La route, donc j'ai parlé de la route pour aller en Gambie. Je vais vous parler de la route qui quitte Tambacounda pour venir en Guinée, qui a fluidifié, même s'il y a des difficultés, on a créé une autre économie souterraine. Est-ce que vous savez que quand vous quittez la Guinée, vous traversez, vous venez au Sénégal, on vous fait payer 3 000 francs CFA, juste parce que vous êtes Guinéen. Juste parce que vous êtes Guinéen, on vous fait payer 3 000 francs CFA et on vous demande un carnet de vaccination. Où est-ce qu'on demande ça aujourd'hui? Il y a une économie souterraine qui s'est créée à la frontière là-bas. Et c'est pourquoi je dis, parfois quand je dis qu'on a échoué sur l'intégration régionale, c'est ça, les mentalités n'ont pas changé. Moi, à la place, honnêtement, aujourd'hui, je supprimerai la frontière entre la Guinée et le Sénégal parce que c'est la même famille. Tout à fait. Donc, l'intégration économique régionale a un plus. Ça a donné beaucoup de choses à l'Afrique. Et il faut qu'on arrête cette balkanisation.
vous pouvez mettre une entreprise en Guinée aujourd'hui pour qu'elle puisse travailler au Sénégal, il faut aller la créer encore au Sénégal. Mais pourquoi? C'est des petites économies, alors que si on a toute cette région ouest africaine, près de 500 millions d'habitants, c'est plus que l'Union européenne. Bien sûr. C'est un marché plus que l'Union européenne. On peut mutualiser nos efforts et nos investissements. Donc moi, je suis un fervent croyant d'intégration régionale. Pourquoi? Parce que je l'ai vu, je l'ai vécu. J'ai vu ce que ça représente. Mais bien sûr, il y a des à-coups, il y a des problèmes ici et là qu'il faudra régler. Mais il faut y aller. Est-ce que le diplôme, l'expertise font un bon politicien? Moi, j'ajouterais, il faut qu'il y ait des valeurs. Tout à fait. Mais sans le diplôme, si vous n'avez pas appris, si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas mis la main à la pâte, si vous n'avez pas échoué ici, si vous n'avez pas tiré les leçons de vos expériences passées pour trouver des solutions idoines à des problèmes, vous ne pourrez jamais gouverner. Impossible. On a plein d'exemples. Je ne vais pas nommer. J'ai eu des conversations avec des chefs d'État qui me disent « Ah, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. » Et ma question, il dit « Pourquoi toi, tu vas faire ça ?» Tu as des ministres, okay? Il y a des départements sectoriels. Tout ce qu'on doit faire, j'ai parlé des politiques publiques. Le problème que nous avons dans nos pays, c'est que nous dépendons des institutions internationales. Point barre. Tout ce qui se passe chez nous, c'est dicté par la Banque mondiale, par la BAD, par l'Union européenne. On viendra dire on fait cette route-là, oh bravo, merci, faisons la route. Ah, on va dire on fait cette école-là, oui, bravo. Je connais des pays, il y a 10 ans, on est allé là-bas, on devait faire construire des écoles. On s'est rendu compte qu'on avait construit des écoles jusqu'en 2025. Et ces écoles, il n'y avait personne. Il n'y avait personne, c'est des nomades. Et on veut construire des écoles pour des nomades fixes. Donc, nos pays dépendent du dictat des institutions internationales. Moi, je faisais partie de ces institutions. Il y a des projets que j'ai initiés. Il y a des projets que j'ai initiés dans des pays, mais les pays n'ont pas suivi. Par exemple, je vous donnerai un exemple, je peux me permettre de parler de mon pays, de la Guinée. Je travaille avec des collègues pour mettre toutes les interconnexions électriques en Guinée. Ça, c'était pour permettre à la Guinée de développer son potentiel hydroélectrique et de vendre dans la sous-région, le Mali, jusqu'en Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, la Gambie, etc., etc. Mais récemment, on a acheté de l'électricité du Sénégal. C'est l'inverse. L'objectif, ce n'était pas d'importer de l'électricité, c'était exporter. Donc les institutions internationales sont venues, ont mis en place ces infrastructures et l'État n'a pas suivi pour développer son potentiel hydroélectrique pour vendre l'électricité aux autres pays qui en avaient besoin. Donc on est victime de ça et en plus, je disais, la Guinée fortement religieuse, quand vous voulez une banane, on vous met en prison, on vous chasse du village. Mais quand vous prenez un milliard, on dit que vous êtes béni. Donc il y a une dichotomie qui existe là. Et si ces valeurs ne sont pas ancrées dans ce que nous faisons tous les jours, on va continuer dans ce cycle infernal, on ne nous en sortira jamais. Bravo. Maintenant, on va passer aux échanges avec la salle, mais s'il vous plaît, je vous prie d'être vraiment bref. Et de toute façon, si la question dure plus d'une minute, je vais être obligée d'en répondre. Merci. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. Donc, je m'appelle Kara Soli et je suis rédacteur en chef de la télévision Afrique 1. Ce matin, j'avais reçu monsieur le ministre sur mon plateau pour parler du livre. Donc, on a abordé les grandes lignes du livre. Mais vous n'étiez pas là, donc je vais quand même lui poser une question sur une seule ligne, comme on n'avait pas beaucoup de temps. Et donc, c'était sur l'exode rural, parce que je crois que c'est un domaine qui concerne tout le monde. C'est ce qui conduit aussi à l'immigration. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, en Europe, malheureusement, et tous ceux qui veulent arriver au pouvoir, tous les crétins, excusez-moi,
s'ils veulent arriver au pouvoir, il faut qu'ils crachent sur l'immigré. Et vous qui êtes un expert en développement, et également, donc on dit souvent que maintenant, malheureusement, l'humanité cesse malheureusement d'être humaine. Et il y a de moins en moins d'humains dans cette humanité. Donc on met des gens durs au ministère de l'Intérieur uniquement pour casser l'immigré. Et donc vous, aujourd'hui, donc c'est un sujet qui concerne toute l'Afrique, hein, qui ne concerne pas seulement la Guinée. Et qu'est-ce que vous, en tant qu'expert en développement, qu'est-ce que vous préconisez pour l'Afrique pour que nos enfants ne se noient pas dans la mer Méditerranée et également ne se font pas cracher dessus quand ils y arrivent, quand ils arrivent en Europe? Je vous remercie. Monsieur Kara, merci encore la conversation ce matin qui m'a beaucoup fait repasser dans le livre. J'essaie de ne pas relire le livre, mais de temps en temps, des discussions, des conversations comme ça me rappellent beaucoup de choses. Comme disait M. Diakité, moi je suis Peul. Le Peul, c'est nomade. Aujourd'hui, je suis en Guinée, je vis entre deux avions. Et pourtant, moi, j'avais dit, je rentre en Guinée, je vais dans le village, je ne bouge pas. Je ne sais pas si c'est dans mon ADN, il faut que je voyage. Mais pour revenir à cet exode rural, historiquement, on sait comment ça s'est passé, l'exode, comment ça a commencé. Et en Guinée, majoritairement, l'exode se fait à l'intérieur du pays, principalement, et puis dans les pays limitrophes, et puis après à l'étranger. Beaucoup de jeunes s'en vont aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'opportunité dans le pays. Après la mort de Sékou Touré, beaucoup de Guinéens sont rentrés parce qu'il y avait de l'optimisme. Conakry a explosé, littéralement. A explosé, c'est devenu la ville qu'elle est aujourd'hui. Parce que les gens étaient venus, ils espéraient pouvoir y vivre. Ce n'est pas tout le monde qui souhaite expatrier. Mais quand on n'a pas une autre alternative, voilà pourquoi les gens vont et ils l'ont dans leur ADN. Et de temps en temps, je discute avec des collègues qui viennent des pays européens. Je dis, l'erreur commise par l'Europe pour dire que non, on va empêcher que les migrants arrivent, ils sont tous, la majorité des Africains, ce n'est pas parce que les Africains veulent venir en Europe, mais pour deux raisons fondamentales. La première, c'est qu'on supporte des politiques rétrogrades dans nos pays qui fait que les gouvernants ne s'occupent pas de l'intérêt de leur population et le système éducatif est décadent. On forme en fait des gens qui ne peuvent pas trouver du travail à la fin de leur formation. Et au jour d'aujourd'hui, avec les technologies de l'information et de l'innovation, ce n'est pas compliqué. Financer le secteur de l'éducation. Ces États du Nord, en fait, ceux qui reçoivent ces migrants, s'ils veulent lutter contre cette migration, ils devraient aider à développer, moi je ne parlerai pas, la démocratie, elle n'est pas parfaite, hein, elle évolue. Hein? Comme on dit aux États-Unis, plus de 200 ans depuis qu'ils ont leur État, mais ça continue. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe là-bas. Il y a des esprits de programme qui sont partout. Mais si au moins il y a un minimum qui est mis en place et qu'on s'occupe du développement de ce capital humain. Le développement de ce capital humain, c'est que si moi je fais 17 ans, 18 ans de scolarité, il faudrait qu'à la fin, que je puisse trouver quelque chose à faire. Mais aujourd'hui, vous finissez vos études, vous êtes diplômé, vous avez un master, vous avez un doctorat. Moi, je ne peux pas vous compter le nombre de personnes qui m'envoient leur CV, de les aider à trouver du travail. Je ne peux pas leur dire que moi, ce n'est pas quelqu'un qui m'a aidé directement. Je me suis battu, j'ai cherché ce que et tout, et puis je me suis engouffré. Mais tu ne peux pas dire à tout le monde, c'est comme être entrepreneur, ce n'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur. Donc, deux choses fondamentales. La première, pour lutter contre l'exode, d'abord, on ne peut pas lutter contre l'exode rural en tant que tel. Il faut savoir recevoir ces personnes, parce que les villes, il ne faut pas l'ignorer, il ne faut pas l'oublier du moins.
c'est le centre des activités. Tout se passe dans les villes. Et donc, il faut savoir les recevoir, ceux qui viennent, pour ne pas qu'ils créent des quartiers précaires, l'insécurité, la pauvreté, des proches de pauvreté. Il faut créer Et deuxièmement, créer des activités, permettre à la population, à ces jeunes, de rester chez eux. Les technologies de l'information, c'est une possibilité. On peut travailler pour une entreprise aux États-Unis en étant dans son village. Si on a l'Internet, on a l'électricité. Malheureusement, dans nos pays, c'est les grandes villes qui ont l'électricité. Et parfois, je dis, c'est les organisations internationales qui perpétuent la pauvreté chez nous. Parce qu'elles financent les infrastructures dans les villes. L'électricité, c'est pour la capitale et les grandes villes. Les hôpitaux, c'est pour la capitale et les grandes villes. Ainsi de suite. Donc, il faut revoir toute cette donne, revoir les politiques publiques et regarder ce qui marche ailleurs et ce qui n'a pas marché. Singapour n'a rien. Ils n'ont rien. Mais pourquoi ils sont là où ils sont? Je vais parler de l'Europe. Luxembourg, qu'est-ce que le Luxembourg a? Qu'est-ce que la Suisse a? Hein? On peut créer les mêmes choses chez nous. Aujourd'hui, tout le monde va chercher de l'argent chez nous en Afrique. Tout le monde cherche de l'argent en Afrique. C'est là-bas qu'il y a les sous. C'est la dernière frontière. Il ne faut pas se leurrer. On ne le voudra pas assez. L'argent se trouve en Afrique. Tout le monde va aller chercher cet argent. Et si on crée les conditions pour garder cet argent, plutôt que de le piquer dans la banque centrale et l'amener dans les paradis fiscaux, la donne va changer. Voilà, merci. En fait, je prends les interventions dans l'ordre et il y en aura maximum encore 4. Merci. Avant de parler, c'est le doyen Jean Blaison de Côte d'Ivoire. Merci. je vais me présenter avant de vous parler. Je m'appelle Jean Blaison. Et je me nomme Jean Blaison parce que quand je me présente souvent, je me présente en tant qu'esclave français. En tant qu'esclave français, pourquoi? Si les Français sont là, il ne faut pas qu'ils soient choqués. En 1943, j'avais 8 ans et j'ai commandé les travaux forcés jusqu'à 1947. Et j'ai remplacé mon père sur la route lorsqu'on l'a emmené en 1939 à faire la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je ne suis pas élevé par mon père, et j'ai été élevé par ma mère et mon grand-père. Ce qui fait que je ne suis pas un bonhomme de verre de Voltaire, ni d'Émile Zola, ni Victor Hugo. Donc, si je vous parlerai brutalement. Et mon âge aussi, j'ai 80, bientôt 13 ans. Excusez-moi, si vous êtes blessé, ne m'en veux pas. Je vous considère comme mon fils. Si je suis là, c'est mon jeune fils qui m'a... Et puis l'autre, M. Kara, qui m'ont dit, tu as un fils qui va dédicacer un livre, viens le voir. C'est pourquoi je suis là avec vous. Mais avant de connaître M. Kara et M. Sissoko, j'ai mon petit frère qui est là-bas, M. Lassiné Kamara. C'est lui qui m'a... Quelqu'un m'a envoyé un jour son numéro, on dit, tu as un petit frère ici, toi vieux qui est là, tu as un petit frère qui est là, il faut le fréquenter. J'ai essayé de l'appeler, d'abord il m'a engueulé, il dit, pourquoi tu es caché? Bon, et on a commencé à se voir,
Et il m'a présenté de ces deux jeunes gens qui aujourd'hui qui me font tourner à Paris. Et je suis très content et je suis très fier. J'ai une seule question. Vous êtes un monsieur. D'abord, avant d'arriver à ma question, mon premier maître de l'école primaire, il s'appelle M. Diallo. Et arrivé à Paris, mon ami intime, il s'appelle M. Diallo. Et on me dit, il y a un Diallo Thierno. J'ai dit, bon, je suis allié des Diallo, je vais aller voir Diallo. Donc, ma question, quelle vision que vous avez sur l'Afrique, avec tout ce qui se passe? Parce qu'il ne faut pas qu'on prenne un petit morceau. On prend tout. Et vous verrez, si vous lisez ce petit bouquin que je vous ai remis, vous verrez que je n'ai pas été à l'école. Je vous l'ai dit tout de suite, j'ai fait 4 ans de l'école primaire. J'ai fait le CP1, CP2, C1, C2. Mais de l'époque. Et je suis là. Maintenant, je vous demande quelle vision. Je ne parle pas de pays, mon pays, Côte d'Ivoire, non. L'Afrique, le continent africain, quelle est votre vision? Je vous remercie. Merci Jean. Notre ami a été très poli, tu as laissé parler. Hein, Jean? On va juste prendre une autre question dans la foulée. Et comme ça, M. Athédé pourra répondre à plusieurs personnes. Après, il y en aura 2 autres. Et après, malheureusement, pour des contraintes de temps, il faudra passer à la séance médicale. Les femmes ne vont pas parler. Si, les femmes vont parler. Mais il y a une file d'attente. Donc voilà, là, on va prendre 3-4 questions. Bonsoir M. Diallo, bonsoir, bienvenue M. Diallo, bienvenue dans le monde de la littérature africaine. Vous êtes en train de rejoindre Senghor, Aimé Césaire, Aline Fantouré, Camara Laye. Et surtout, celui que j'estime le plus, c'est Frantz Fanon. M. Diallo, chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Je vous laisserai le soin, ce sera ma première question, de me dire quel est l'auteur de cette citation. Laissez-moi piéger M. Diallo, quand même. Alors, il a répondu Frantz Fanon. Donc, je vais poser 2 autres questions. Mais avant cela, je vais faire juste une observation, puisqu'elle m'a dit d'être très rapide et bref. Monsieur Diallo, il se trouve que la plupart de Guinéens d'entre nous ici ont connu l'aventure que vous avez connue. C'est ce qu'on appelle l'aventure ambiguë. L'homme qui est devant vous aujourd'hui a fait 1 mois entre la Guinée et le Sénégal en 1973 pour pouvoir traverser la frontière. Vous savez pourquoi? C'est la violence d'État. 1 mois de parcours. Et au retour, j'ai connu la même aventure que vous. En revenant du Sénégal en tant qu'élève, j'arrive à la baie, on me descend du camion. Pourquoi? Parce que j'avais une carte d'identité scolaire sénégalaise. Je suis parti en garde à vue à cause de ça. C'était juste avant la mort de Sékou Touré. Excusez-moi, il y a le micro qui déconne. Mais vous m'entendez quand même. Alors, je vais directement à la question. Violence d'État et souci de la patrie. Arrivé au Sénégal, on a formé ENDA, Jokere ENDA, donc souci de la patrie, ENDA. Arrivé en France, souci de la patrie, Guinée, Europe, solidarité. Nous, on est venus en Europe, non pas en tant qu'immigrés, mais nous sommes venus pour coloniser l'Europe.
Je vous le dis tout de suite, je vous dirai pourquoi nous allons coloniser l'Europe. 2 questions à M. Diallo. Une seule. Alors, une seule question, mais que je vais résumer en deux. Vous êtes en face d'une dictature, d'un despote éclairé, comme Alpha Condé. En tant qu'intellectuel, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce qu'il faut aller à la source ou il ne faut pas aller? Je finis la question par vous dire, est-ce que vous avez un projet politique? Est-ce que vous êtes un homme politique? Après l'homme de la littérature, est-ce que vous serez Senghor? Bonsoir et merci à tous. Merci beaucoup. Je vais encore prendre juste des questions. Si je peux répondre à cette. Allô. Le micro. Allô, vous m'entendez? La charge elle est trop faible. Elle est faible. Il faut la recharger. Allô? Allô, moi. Là-bas, parce que là, le voyant, là, le technicien, oui, parce que là, il y a des fonctions. Voilà, c'est ça, c'est là-bas. Voilà, c'est bon, c'est revenu là. Là, c'est revenu. C'est bon, c'est revenu. Allô? Voilà. Allô? Vous m'entendez? Voilà, c'est bon. On va y aller. Alors, on va s'écouter. Je sais que le sujet est passionnant, mais il vaut mieux du silence parce que le micro est faible. Alors, on va s'écouter, s'il vous plaît, et comme ça, on va terminer. Avant de répondre à la question, je voudrais savoir d'abord qui est monsieur, il ne s'est pas présenté. Un et deuxièmement, qu'il me définisse c'est quoi aller à la soupe. Alors, juste une minute. Non, qui êtes-vous? Votre nom et qu'est-ce que vous faites? Alpha Oumar Ba, Oui. président de l'association Guinée-Europe Solidarité. Okay. L'objectif, c'est de coloniser c'est bon. Deuxièmement, qu'est-ce que vous entendez aller à la soupe? Aller à la soupe. Vous êtes intellectuel, vous êtes un grand intellectuel. Alpha Condé vous appelle, ou bien Doumbouya vous appelle. Vous allez vous dire, je vais rentrer pour changer la situation, ou bien je vais rentrer pour en profiter. C'est ça la soupe. C'est merveilleux. Allô? Il faut mettre l'eau à charger comme ça. C'est un problème là-bas. Alors, je vais essayer de répondre à cette question très chargée. Pour dire d'abord, premièrement, je ne suis pas philosophe et j'ai fait mes bancs dans un petit village à Timi Madina. Donc, si vous voulez parler de régime PDG et de citations, on va en parler. Il ne faut pas m'emmener chez Frantz Fanon. Je le disais à mes enfants, nés et grandis aux États-Unis, quand ils commencent à me parler des grands philosophes, je dis écoutez, moi j'ai jamais appris ça. À l'école, j'ai appris ça 10 ans plus tard. Donc, et je n'ai pas fait l'aventure ambiguë non plus. Moi, je suis sorti de la Guinée en tant que boursier. J'ai fini mes études, je travaille dans les institutions internationales. Mais pour répondre à votre question, aller à la soupe. Je viens de dire tout à l'heure que moi, quand je suis venu en Guinée, mon revenu était supérieur au budget du ministère. Est-ce que cela vous appelez aller à la soupe? Pour moi, ce n'est pas aller à la soupe. J'ai laissé la meilleure soupe pour venir à la mauvaise soupe. Il faut que je sois con. Donc,
Je suis venu parce que je voulais contribuer au développement de mon pays. Je n'ai pas milité pour l'ONG, mais ce que je vais vous dire, que mes fonctions dans les institutions internationales m'ont permis de financer des projets et de réduire la pauvreté chez moi, en Guinée. Je vous donnerai quelques exemples. Vous venez de quelle région de la Guinée? Pita. En plus, vous venez de Pita. Où à Pita? Timbitoun. Voilà, c'est ça. Je rajoute son nom, je suis le descendant de Tierno Alpha Djongas, l'un des rois du Timbitoun. Voilà. Bravo. D'accord. Ok, c'est très bien. On ne va pas comparer les biographies ici. Sinon, il y a beaucoup de choses que j'allais dire à propos de Djongassi. Non, bref, comme je le disais, j'ai contribué au financement de plusieurs projets en Guinée pour la réduction de la pauvreté. Des infrastructures, des grosses infrastructures. Si aujourd'hui on parle des projets Kaleta de Swapiti, de l'interconnexion entre les 4 pays, de l'OMVG, si on parle de l'électricité à Zérékouré, si on parle de la route qui va être bientôt bitumée entre l'Abbé, Mali et Yemberen, si on parle de la route entre le Sénégal, comme vos parents, c'est des nomades, ils prennent toujours cette route-là. Si vous l'aviez pratiqué maintenant, vous n'auriez pas dû vous cacher, vous serez passé sur une goudronnée. Donc, pour moi, il y a des valeurs, il y a des principes auxquels il ne faut pas déroger. Quand je suis venu dans le gouvernement de Alpha, je ne suis pas venu pour changer mes valeurs. Mes valeurs sont claires. Et mes valeurs, c'est celles qu'ont expliqué mes parents. L'amour de la patrie, quel que soit. J'ai préféré peut-être aller là-bas, contribuer à apaiser l'environnement politique. Quelqu'un a le droit de me dire que c'est pas bon. C'est un choix. Et peut-être moi je dirais quelqu'un qui abandonne la Guinée, qui vient s'asseoir en France ici 20 ans, 30 ans, 40 ans et ne contribue pas au développement du pays, c'est un autre choix. Je peux critiquer, mais je ne fais pas, chacun de nous a un choix à faire. Lorsque l'opportunité m'a été présentée de pouvoir changer la trajectoire que le pays avait pris, je l'ai saisi. Est-ce que j'allais pouvoir le faire? Je ne sais pas. Mais au moins j'allais essayer. Je n'allais pas demain m'asseoir et dire « Ah, j'aurais dû ». J'aurais dû. Et je ne vous cache pas que quand j'ai été nommé dans le gouvernement, il y a eu des animosités. Des amis, des gens que j'appelais mes amis, ont commencé à me faire la guerre. Parce qu'ils ont cru que je suis venu pour prendre leur place. Donc c'est une ambiance qui n'était pas tellement, comment je vais dire, saine. Mais au moins j'avais le support du président. Je ne suis pas d'accord avec lui, je dirais que même 70% du temps je ne suis pas d'accord avec lui. Moi, les 30%, j'étais d'accord avec lui. Parce que j'ai vu ce qu'il était en train de faire, qu'il fallait rectifier. Il y a des choses qu'il fallait faire. Et si nous tous nous restons en dehors, parce que ce qui s'est passé, et quand le président Alpha est venu, nous avons tous disparu. Tout le monde. Tous les intellectuels, tous les cadres sont partis. On a laissé quelqu'un avec le volant. Donc on n'a pas le droit de se plaindre de ce qui s'est passé par après. Je ne justifie pas pourquoi je suis allé dans le gouvernement. Tout ce que je veux dire, c'est que j'ai contribué à un apaisement. Les évidences sont là. Ce n'est pas le lieu ou le moment pour moi d'en parler. Mais avant que je me vienne, il y a beaucoup de choses que j'ai eu à faire pour mon pays. Aujourd'hui, qui réduit la pauvreté dans plusieurs villes et villages de la Guinée. La vision pour l'Afrique. J'apprécie tout ce que vous avez fait pour l'Afrique. Il y a beaucoup d'entre vous, j'ai mes grands-parents, ainsi de suite, les travaux forcés, on connaît, on a lu dans les livres d'histoire. C'était une époque. Alors la question aujourd'hui qu'on devrait se poser, est-ce qu'on doit vivre le passé ou bien on doit prendre compte de ce qui s'est passé et nous projeter vers l'avenir? Moi j'ai choisi la deuxième façon, je veux me projeter vers l'avenir. Nous avons des compétences. Aujourd'hui,
l'Afrique a les compétences. On est allé dans les mêmes écoles que les Emmanuel Macron. Ok, nous avons des Africains qui ont enseigné à l'ENA, à Sciences Po, à Harvard, à Cambridge, dans toutes les grandes universités, nous avons des Africains qui ont enseigné. Donc nous avons les compétences. Tout ce qu'on devrait faire, c'est de pouvoir valoriser ces compétences. Et l'avantage que nous avons nos ressources naturelles. Moi, je ne veux pas baser le développement en fonction de ce que nous avons sous la terre. Non. Ça devrait juste être un lien pour nous permettre d'aller faire autre chose. Pour nous permettre d'aller faire autre chose. Nous tous, nous savons qu'à un moment donné, tous les Guinéens qui avaient vécu le régime du PDG, il y a plusieurs qui sont retrouvés dans les universités, dans les pays à côté, au Sénégal. Il y en a qui sont revenus comme ministres. Bala Sidibé, c'est lui qui a tracé les villes de Conakry, parce qu'on lui avait laissé l'opportunité de pouvoir le faire, il l'a fait. Nous avons des ministres de la Justice qui ont mis en place des politiques qui étaient bonnes. C'était des professeurs d'université à Dakar, et qui n'avaient rien à envier avec quelqu'un qui vient de l'Hexagone, qui ont fait de grandes études ici. Donc nous avons les compétences, nous avons les ressources, il suffit qu'on ait la volonté de transformer le pays, non pas juste la volonté de s'enrichir. Mais tant qu'on aura cette volonté de s'enrichir et qu'il n'y ait pas une politique de redevabilité, chacun fait ce qu'il fait, ben, on va continuer à blâmer le colonisateur pour les 100 prochaines années. J'espère que je serai là encore pour répéter ce que je viens de dire. Le passé, oui, il a été douloureux, il a été difficile, mais nous ne sommes pas les seuls. Ça s'est passé partout, même ici, même en France. Ça s'est passé, on sait, on a lu les livres d'histoire. Mais le jour où on va décider de transformer notre Afrique, nos pays, en faire quelque chose, on le fera parce qu'on a les moyens, on a les ressources et on a les compétences. Donc, merci beaucoup. Là, c'est vraiment les 3 dernières questions des personnes qui attendent de parler depuis longtemps. Donc, on va prendre ces 3 dernières questions. Après, il y aura la séance dédicace. Après, il y aura une photo de classe. Et ensuite, on pourra partager le pot de l'amitié. Donc, la parole à madame, parce que tout à l'heure, elle était pas contente. Et juste après, la parole à monsieur. Et la dernière prise de parole. Et on va clôturer. Je vous remercie. Je m'appelle Anne Meng et je suis de la diaspora depuis 20 ans. Dans le cadre de notre travail d'accompagner les femmes, on a créé un réseau qui s'appelle Business Femmes Actives, où il y a 14 nationalités de la diaspora et de l'Afrique. La femme a une place prépondérante au niveau de l'économie de l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique, probablement, on ne fonctionne pas en économie macro, mais la femme détient une place dans ces micro-économies. Et je suis pressée de lire les livres parce que l'exposition de tout de suite là, félicitations, il y a de l'empathie, il y a de la culture de l'Afrique et surtout une autre vision de développer notre continent. Vous avez dit tout à l'heure, les grandes institutions n'appliquent pas vraiment un développement à partir de la réalité endogène de notre histoire à nous. Le continent a besoin, à travers l'exposition qu'on a aujourd'hui, on voit à l'image de la Guinée toute l'Afrique. L'économie qui ralentit, les femmes qui se lèvent à 4 h du matin, cette économie qui fait qu'on a des jeunes qui essaient de changer, impacter au niveau du sphère en 2024, comme cette dernière décennie. Vous l'avez si bien dit, 70% de ces jeunes aujourd'hui constituent l'économie, mais malheureusement, on manque d'infrastructures, on manque d'écoles et de santé. Le jour où on va résoudre les 2 points, l'économie et l'éducation et la santé, on parviendra à avoir une économie parce que tous les leviers sont ouverts aujourd'hui pour que notre continent puisse marcher. La question de la femme reste existentielle. On a besoin de cette visibilité. Je dis souvent que l'homme africain a échoué depuis près de 70 ans. C'est vous qui détenez le pouvoir au niveau du continent. Et les femmes ont besoin d'être à côté de vous accompagner pour que cette réalité d'une économie puisse nous permettre
de sortir la tête de l'eau. On a marre que nos enfants, tous, sont au niveau de la Méditerranée. C'est une question existentielle aujourd'hui, au niveau du Niger, du Sénégal, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire. C'est notre réalité. Et aujourd'hui, on a le droit de dire que voyager et s'exiler n'est pas une réussite, n'est pas un succès. On a besoin de dire ça haut et fort, que toutes les femmes se lèvent de la diaspora, que toutes les femmes du continent puissent dire que nous devons développer notre continent à partir de l'Afrique et non à l'extérieur. Merci beaucoup pour cette très belle intervention. Je vais vous donner la parole, s'il vous plaît. Bonsoir à toutes et à tous. Pierre-Stanley Ferronneau, avocat au barreau de Paris, président fondateur du cabinet Ferronneau Conseil. Cher ATD, je crois que notre ami m'a précédé puisque ma question porte justement sur la question de la femme et sur sa participation dans le leadership. J'ai un aîné qui une fois m'avait dit que la femme exerce le pouvoir et l'homme détient l'autorité. Dans une vision idéale de l'exercice du leadership au sein de la société. Dans votre livre, vous avez rappelé tout à l'heure, au début de votre propos, la structure de votre livre, avec un livre qui commence avec une scène qui est le décès de votre père, et puis qui finit avec la boucle qui est bouclée, avec le décès de votre mère. Donc, comme si vous vouliez insérer votre livre dans une sorte de ceinture parentale protectrice, voire sacrée, où, symboliquement, c'est-à-dire de 2015 à 2021, symboliquement, sur cette période dans laquelle s'insère le livre, la figure de la femme a quand même une certaine prévalence. Et vous avez été nommé ministre en 2021. Votre mère vous a vu ministre. Donc, quel a été le rôle quelle a été l'influence de ce face-à-face que vous avez eu en tant qu'aîné avec votre mère comme seule représentante de l'autorité symbolique parentale au sein de cette grande famille sur ces 5 dernières années? Quelle a été cette influence sur votre vision et vos actions en tant que ministre? Et également, quelles sont les semences de ce passé-là sur votre vision, notamment de la vie publique et de la participation de la femme dans le leadership politique? Merci. Merci beaucoup. Je vais reprendre les 2 dernières questions et ensuite, je suis désolée, il n'y a vraiment plus le temps, il faut être vraiment bref. 1 minute. Bonjour, moi je m'appelle Diallo Moulel. J'ai une autre question concernant tous, par exemple, mais comme M. Diallo est là aussi, on est occupé ici à cause de son livre. Ça concerne tous les écrivains africains. Hein. Je vois que le livre il est vendu au même prix que les livres européens. Et pour un Européen acheter ce livre, ce n'est rien pour lui. Mais pour un Africain acheter ce livre en Afrique, c'est un grand problème. Maintenant, vous les écrivains africains, philosophes et autres, est-ce que vous avez une association ou qu'en pensez-vous de faire une fondation pour subventionner ces livres pour que les Africains puissent recevoir ces idées que vous transmettez aux Africains facilement, comme les Européens le transmettent entre eux ici? Donc c'était ma question. Et la dernière question, ça serait idéalement une femme qui doit la poser. Ah, maintenant, toutes les femmes ont des questions. Oui. Vous allez choisir alors. Bon, on laisse les femmes parler pour 3 questions et vraiment après c'est tout. Je vais commencer là. Cécile. Normal, voilà. C'est lui qui crée les problèmes là, c'est lui qui... Bonsoir. Je me présente, je suis Asiel Diallo et je suis responsable. Alors, je me présente, je suis Asiel Diallo et je suis responsable en ressources humaines en France. Ma question est la suivante. Si vous deviez décrire l'émotion principale que vous espérez éveiller chez vos lecteurs, laquelle plutôt serait-ce? C'est par rapport au livre. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Madame.
spécialiste du genre et des droits humains au Fonds mondial. Je suis basée à Genève. En fait, j'ai plutôt un commentaire par rapport à la personnalité de M. Diallo ici présent, que vous avez connu par rapport au livre qu'il a publié. Mais j'aimerais quand même qu'il revienne avec un peu plus de détails sur tout ce qu'il fait justement dans la motivation de la jeunesse, surtout des jeunes femmes, pour qu'elles puissent vraiment s'émanciper, mais aussi contribuer donc au développement du continent africain, mais aussi aspirer à des postes de leadership. Merci. Merci beaucoup. La dernière question féminine, je suis vraiment très désolée pour les personnes qui n'ont pas eu l'opportunité de s'exprimer. On est très nombreux et malheureusement on a des contraintes de temps, donc je vous présente mes excuses à tous. Bonsoir à tous, je m'appelle Diallo Mouferati. Bonsoir tout le monde, je suis très contente d'être là. J'ai deux questions. La première, pourquoi avoir attendu 6 ans avant de vouloir être ministre en Guinée? Pourquoi dès l'ascension d'Alpha Condé, tu t'es pas rendu à Conakry pour œuvrer pour le développement? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, mon père avait écrit sur l'histoire du Fouta Djallon. Selon toi, dans l'histoire du Fouta Djallon et de la Guinée en général, quel rôle les femmes ont joué pour le pays? Voilà, donc première question, pourquoi avoir attendu si longtemps avant de rentrer pour œuvrer au sein du gouvernement d'Alpha Condé? Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Donc on va laisser 5 à 10 minutes à M. Athédé pour répondre à toutes ces questions. Et après c'est la séance dédicace et je suis désolée, on est un peu pressé par le temps. Les questions des femmes sont les plus complexes, surtout que certaines qui ont posé des questions me connaissent très bien parce que c'est mes nièces. Donc j'ai l'intention de leur renvoyer la question pour qu'elles-mêmes me répondent, parce qu'elles répondront mieux que moi. Il ne faut pas donner la parole à un avocat. Ils ont l'art de compliquer ce qui n'est pas compliqué. Donc les questions qui ont été posées sont un peu difficiles. Pas difficiles, donc je vais ramasser parce que Madame ici a parlé pourquoi j'ai attendu 6 ans pour venir dans le gouvernement. Première chose, moi je sais le rôle de l'État. Il faut qu'on redéfinisse le rôle de l'État. Dans nos pays, on ne connaît pas c'est quoi le rôle de l'État. On ne connaît pas. On a un homme fort qui décide, il veut d'une route ici, il faut la faire. Il veut d'un centre de santé ici, il faut le construire parce qu'il a besoin qu'on vote pour lui. Donc il n'y a pas un leadership qui est posé au départ. Dans tous les pays qui ont réussi, il y a des fonctionnaires, même si on n'est pas d'accord avec les fonctionnaires quelque part, mais au moins ils ont cette force de s'organiser, d'avoir des méthodes. Il faut des méthodes pour pouvoir arriver là où on veut aller. Sinon c'est impossible, ça va être un emporte-pièce. Moi je suis devenu ministre de la coopération et de l'intégration africaine. Je vous avoue que tous les jours j'ai démissionné 10 fois dans ma tête. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous ici? C'est un monde de fous. Il n'y a aucune méthode. Moi, ministre, j'arrive au ministère, je ne sais même pas ce que je dois faire. Habituellement, dans les institutions les plus petites, quand vous arrivez, il y a une orientation. Voici votre bureau, voici ce que vous devez faire, voici le conseil des ministres c'est tel jour, voici. Mais là, on me jette, on me laisse naviguer à vue. Alors je viens, je fais un constat. Je reste, je fais comme tous les autres, ou bien j'essaie de changer la donne. Je vous informe que la Guinée, depuis son indépendance jusqu'à aujourd'hui, n'a pas une politique de coopération internationale. Elle n'existe nulle part. Elle n'existe pas. Donc, ça dépend de ce que le grand chef décide. Coopération avec tel pays, coopération avec tel pays. Moi, quand je suis venu, j'ai préparé la politique de la coopération de la Guinée. Cette politique, elle est couchée dans le tiroir là-bas. Impossible de la faire passer en conseil des ministres pour la faire adopter.
parce que les priorités, c'est ailleurs. Mais ceux qui ne comprennent pas, c'est que cette politique-là couvre tout. J'ai parlé des institutions internationales. Les institutions internationales, chacun donne quelque chose. Mais vous viendrez dans un pays, vous verrez que plusieurs institutions font la même chose, point X. La même chose. Les institutions ne se parlent pas. Donc moi, j'avais décidé, avec cette politique, de mettre en place la stratégie de mobilisation des ressources. Il n'y a pas de stratégie en Guinée. On n'a aucune stratégie de mobilisation des ressources en Guinée, ça n'existe pas. Il n'y a aucune stratégie pour la coordination de l'aide. On a plus d'une centaine d'institutions qui travaillent en Guinée. Chacune fait ce qu'elle veut. Chacune fait ce qu'elle veut. Moi, j'ai été inauguré, on m'a invité pour inaugurer l'école conçue par les Japonais, mais le ministère de l'Éducation ne savait pas. On m'a invité pour inaugurer un centre de santé, le ministère de la Santé ne le savait pas. Il y a un centre de santé qui a été construit ici. Donc, il n'y a aucune la coordination de l'aide n'existe pas. La Guinée est reconnue comme un pays panafricaniste. Là, on a beaucoup fait pour les pays africains, y compris nos frères du Nord. Ça, c'est connu. Mais on le fait par à-coup. Encore une fois, c'est la décision du chef. On veut aider tel pays, on aide. On veut envoyer des militaires en Angola pour aider le MPLA, on les envoie. On veut envoyer des coopérales, le président décide, on veut envoyer des gens en Arabie Saoudite pour planter des arbres, on envoie. Il n'y a aucune stratégie de coopération sud-sud ou d'intégration, ça n'existe pas. Donc moi j'ai mis tout ça en place quand je suis arrivé parce que je dis un pays qui se respecte. Mon portefeuille c'était pour la mobilisation des ressources externes. Tout le monde le faisait, tout le monde essayait de le faire et ce n'est comptabilisé nulle part. Donc il faut de la méthode, il faut de la planification. Ça m'a permis d'obtenir des ressources qui n'étaient pas prévues pour la Guinée, pour ce que j'étais en train de faire. Le rôle de la femme dans la société, je suis d'accord. C'est pourquoi je parle beaucoup plus. Je parle de ma mère et de ma grand-mère. Pour ceux qui ne connaissent pas les sociétés africaines, disent que la femme c'est une ménagère, elle n'est pas valorisée. Mais j'aime bien la citation vous savez, on dit que la femme exerce le pouvoir, l'homme détient l'autorité. Là où moi j'ai grandi, oui, mon père avait l'autorité, mais le pouvoir est exercé par maman. Quand il dit tu ne bouges pas, je ne bouge pas. Quand papa dit tu ne joues pas au football, j'attends qu'il disparaisse pour aller jouer au football. Mais quand maman dit tu ne joues pas au football, je ne sors pas de la cour. Donc la femme représente quelque chose dans la famille africaine. C'est grâce à elle que ça tourne, M. Stanley. C'est grâce à la femme que ça tourne. Okay? C'est grâce à elle que tout ce qui se passe chez nous, ça se passe dans les règles parce que la femme s'est appropriée de cette responsabilité. Le jour où maman est décédée, mon frère qui vit aux États-Unis m'a appelé. Okay? Il me dit, papa est décédé aujourd'hui. Papa est décédé aujourd'hui. Et pourtant, il a été enterré 6 ans plus tôt. Il dit parce que quand papa est décédé, maman était là. Elle avait déjà pris la relève. On ne s'est pas rendu compte que papa est décédé. Pourquoi? Cette femme-là, elle a pris le rêve. On l'insulte, on ne le traite du tout, elle accepte, elle a toute une tribu. Comme je le disais un peu plus tôt, mon père a plus de 60 petits-enfants aujourd'hui. Et plus maintenant, nous les enfants, 19 frères et sœurs vivants, vous vous rendez compte de ce que ça représente. Et les cousins et ainsi de suite. Donc, elle a géré une famille de plus de 100 personnes. Elle n'a jamais été à l'école. N'a jamais été à l'école. Mais c'est elle qui a géré ce truc. Donc, la femme, je suis d'accord, je disais tantôt que 52% des femmes en Guinée, la population, c'est des femmes. Et c'est elles qui font tout. Les hommes ne sont là que pour bénéficier de ça. Alors, merci beaucoup, monsieur ATD. Voilà. Merci beaucoup. Malheureusement, vous avez évolué. Donc, nous vous exprimons de chaleureux remerciements pour cette prise de parole vraiment très intéressante. Pour nous qui ne connaissions pas la Guinée, vous nous avez emmenés avec vous, tous ceux qui sont présents ici, merci beaucoup. Nous, en tant que Tunisiens, on a été vraiment très honorés de vous recevoir. Donc, à l'initiative de Madame Paris, il y a une photo qui va se faire ici sur l'estrade avec la salle. Donc, que tous ceux qui souhaitent être sur la photo avec son Excellence, je vous invite à nous rejoindre sur scène pour la photo de classe.
Si vous permettez juste une phrase, j'ai ma famille biologique qui est là et j'ai mon oncle qui est assis au fond. On va applaudir votre oncle. Donc, je voulais remercier cette communauté